Bonjour à tous et retour des biographies sur la chaîne. On va parler du premier empire, du premier empereur de France, Napoléon Bonaparte. Son parcours, son arrivée au pouvoir et surtout sa chute, nous allons voir ça tout de suite. Né à Ajaccio, en Corse, Napoléon Bonaparte rejoint le continent pour suivre des études militaires, notamment aux écoles de Brienne-le-Château, dans le Grand Est, et de Paris. Il entre dans l'infanterie et est affecté en 1787 à Valence. En 89, à la Révolution française, Bonaparte prend part à cette révolution et se fait remarquer en 1793 lors du siège de Toulon contre les Anglais. Sa sympathie pour la cause des Jacobins lui vaut un court séjour en prison à la chute de Robespierre en juillet 1794. Les Jacobins sont les membres d'un club lors de la Révolution qui a pour but de créer un État centralisé sous le régime d'une république indivisible. À sa libération de prison, il passe sous les ordres du commandant en chef de l'armée de l'intérieur, Paul Barras. Il intervient pour réprimer une insurrection royaliste contre la Convention à Paris en 1795 et il a parmi les officiers sous ses ordres le jeune Joachim Murat qui épousera sa sœur, Caroline Bonaparte. Et ce jeune officier sera plus tard sacré au roi de Naples en 1808 sur un magnifique pistonnage. Si vous voulez vous pencher sur la Révolution française, je vous mets 2 vidéos en description et une 3e autour des royalistes qui existent toujours en France aujourd'hui. Ses connaissances de la stratégie militaire et son habileté, son courage sur les champs de bataille lui permettent de vite monter en grade. Napoléon est nommé à la tête de l'armée d'Italie qui est en piteux état à ce moment-là. Malgré cela, il parvient à remporter avec elle plusieurs batailles contre les Autrichiens. L'Autriche abdique par la voix de son archiduc Charles et signe le traité de Campo Formio le 18 octobre 1797. Ce traité est miraculeux pour la France et est l'œuvre du futur empereur. En effet, le gouvernement ne croyait plus en cette armée d'Italie qui a connu de nombreuses défaites et de nombreuses pertes, et cette campagne a lieu au nord de l'Italie qui appartenait à l'époque à l'Autriche. L'Italie comme on connaît aujourd'hui n'existait pas encore, elle était répartie en plusieurs petits états. Et en mars 1796, il épouse Joséphine de Beauharnais, et un an plus tard, il réussit par une habile manœuvre politique à écarter quelques royalistes du pouvoir et ainsi protéger la République jacobine dans le but de pérenniser la Révolution. À ce moment-là, on était bien dans ce but-là pour Napoléon. Vous le savez comme moi, ça ne va pas rester très longtemps. Inquiet devant la grande popularité du général Bonaparte, le Directoire cherche à l'éloigner de Paris. Le Directoire était le mode de gouvernance de l'époque qui durera 4 ans de 1795 à 1799. Leur chute sur coup d'État donnera lieu au Consulat. Ils confieront à Napoléon l'invasion de l'Égypte et il emmènera avec lui une centaine de scientifiques qui ramèneront de cette campagne la pierre de Rosette. Juste avant la bataille des Pyramides, le 21 juillet 1799, Napoléon aura cette célèbre phrase « Du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent ». Malgré la victoire remportée ce jour-là, la campagne d'Égypte est un désastre. Ses troupes sont défaites par l'amiral Wilson à Aboukir. Peu après, le reste des forces françaises subit de lourdes pertes à cause d'une épidémie de peste. Devant l'enlisement de ses troupes, et ayant appris les difficultés du Directoire à Paris, Napoléon Bonaparte nomme Kléber commandant en chef de l'armée d'Égypte et rentre en France. Cette habile manœuvre lui permettra de ne pas s'attribuer cette défaite et de rester invaincu, malin. Le Directoire est en effet affaibli, et c'est pour l'ambitieux Napoléon l'occasion idéale pour agir. Les 18 et 19 Brumaire, qui correspondent au mois de novembre 1799, il s'empare du pouvoir et se fait nommer consul provisoire. Ce coup d'État, appelé le coup d'État du 18 Brumaire, après ce coup d'État, il fait adopter une nouvelle constitution qui le place officiellement à la tête de la France en tant que premier consul. Il instaure ainsi le consulat. La constitution de l'an 7 met un terme définitif à la Révolution. Alors pourquoi de l'an 7? C'est par rapport au calendrier révolutionnaire. Je ferai une petite parenthèse dessus à la fin. Napoléon ne tarde pas à se mettre au travail et il fait de nombreuses réformes dans l'administration, le système judiciaire, l'éducation et la finance. Il crée entre autres la Banque de France en 1801 et le Code civil en 1804, créations qui sont toujours en vigueur aujourd'hui. À partir de 1800, le général Bonaparte s'attaque de nouveau aux Autrichiens en Italie. Le traité n'aura pas duré longtemps. Il veut reprendre le terrain perdu par les armées françaises alors qu'il était en Égypte. La campagne tourne à son avantage et la paix de Lunéville est signée le 9 février 1801. Le traité donne définitivement la rive gauche du Rhin à la France. Et l'Autriche est évincée de toute l'Italie. Au mois de mars 1802, ce sont les Britanniques qui signent la paix d'Amiens. Napoléon cherche alors à instaurer à ce moment-là une paix durable, car les guerres qui durent depuis près de 10 ans essoufflent économiquement les grandes puissances qui s'opposaient. La paix ne sera en fait qu'une trêve, car les Anglais lanceront un embargo contre les navires français dès mai 1803. Pendant ce temps, Napoléon échappera notamment à un attentat rue Saint-Nicaise à Paris le 24 décembre 1800. L'attentat, qui fait une dizaine de morts, est attribué aux royalistes. Afin de mettre en garde tous ceux qui chercheraient à l'éliminer, Napoléon fait arrêter le 15 mars le duc d'Enghien, désolé pour la prononciation. Condamné à mort par une commission spéciale, il sera aussitôt fusillé. Par une commission spéciale.
On peut aujourd'hui émettre des doutes sur l'impartialité de cette commission. L'attentat soulève la question de l'avenir du consulat, et si le premier consul venait à disparaître, qu'est-ce qu'il se passerait? Ses partisans lui suggèrent la création d'une dynastie afin de protéger les institutions de la République et de perpétuer son pouvoir de façon héréditaire. On est assez loin de la démocratie et de la République pensée à la Révolution. Le 2 août 1802, Napoléon Bonaparte, au fait de sa popularité, se fait élire consul à vie. Le Sénat ratifie la Constitution de l'an 10 qui consacre la toute-puissance de Napoléon Bonaparte. On est retourné sur un régime beaucoup plus proche de celui d'avant la Révolution. Le 18 mai 1804, Napoléon Bonaparte se fait proclamer empereur des Français et prend le nom de Napoléon Ier, histoire d'imposer encore plus sa suprématie. Il est sacré le 2 décembre par le pape Pie VII, en la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Le pape avait rencontré Napoléon en 1801, les deux hommes avaient signé le Concordat. Ce texte faisait de la religion catholique la religion de la grande majorité des citoyens français, et non la religion d'État. Mais cela abolissait la loi de 1795, séparant l'Église de l'État. Et oui, on pense souvent à la loi de 1905, mais c'est une idée de la Révolution qui n'a pas pu être conservée à cette époque. Il déclare aussi que les évêques seraient désormais nommés par le premier consul lui-même. Il mettait aussi un terme aux querelles entre la France et le Vatican. Napoléon est convaincu que la seule manière d'obtenir une paix durable est de mettre hors d'état de nuire les Anglais. Donc, en somme, c'est faire la guerre pour avoir la paix. Il échafaude un plan avec l'amiral Latouche-Tréville pour envahir l'Angleterre. En août 1805, l'amiral de Villeneuve et sa flotte franco-espagnole se font surprendre par les Anglais au large de l'Espagne. Ils sont anéantis par les navires anglais à Trafalgar le 21 octobre 1805. À l'est, l'Autriche se rapproche de la Russie. Elle est rejointe par la Suède et par le royaume de Naples, qui, je le rappelle, en 1805 n'est pas encore gouverné par le beau-frère de Napoléon, donnant ainsi naissance à une troisième coalition contre l'empereur et la France. Autant vous dire qu'à ce moment-là, ça pue pour Napoléon. Il délaisse ses ambitions d'invasion de la Grande-Bretagne et part avec la grande armée pour l'Autriche. Il remporte une grande victoire contre l'Autriche et la Russie à la bataille d'Austerlitz le 2 décembre 1805. Suite à cet éclatant triomphe, le tribunat, qui est une assemblée créée en 1800 pour discuter des lois, un peu comme l'Assemblée nationale aujourd'hui, soumet alors une proposition à l'empereur, pour que ce dernier se fasse désormais appeler le Grand. Napoléon Ier accepte et devient ainsi Napoléon le Grand. De quoi satisfaire son complexe de taille, que l'on appelle aujourd'hui complexe de Napoléon, mais c'est pareil, on y reviendra en fin de vidéo. En 1806, Napoléon, après avoir vaincu les armées prussiennes, fait signer au tsar Alexandre Ier le traité de Tilsit, dans lequel les deux puissances se partagent l'Europe. Ça donne maintenant un petit goût de guerre froide. Pour répondre à l'embargo contre la flotte marchande française décrété par les Anglais, Napoléon Bonaparte décrète à son tour en 1806 un blocus continental interdisant tout commerce avec l'Angleterre. Les côtes étant une région stratégique, il demande au Portugal d'appliquer ce blocus. Le Portugal, fidèle à leurs alliés britanniques, refuse. Napoléon demande alors au roi d'Espagne un droit de passage sur son territoire afin de pouvoir envoyer ses troupes au Portugal et faire en sorte que le Portugal devienne d'accord avec la France. Il profite ensuite d'un conflit entre le roi espagnol et son fils pour les éloigner du pouvoir et il place alors son frère Joseph Bonaparte sur le trône, histoire de s'assurer le soutien de l'Espagne. Mais ce plan ne dure pas très longtemps car les nationalistes poussés par l'Église se soulèvent contre l'imposition de ce roi. Les Britanniques viennent les aider à chasser les armées françaises. En 1808, c'est la guerre d'Espagne. Et c'est la première grande défaite de l'Empire napoléonien, ce qui va provoquer des premiers doutes sur Napoléon dans l'opinion publique. Opinion qui est moins mesurée qu'aujourd'hui, bien entendu, il était tout de même important de s'en assurer. Pour rappel, on est à peine 10 ans après la condamnation de Louis XVI. Apprenant cette déroute, l'Autriche n'hésite pas à attaquer la grande armée présente en Allemagne. Les 5 et 6 juillet 1809, Napoléon remporte la bataille de Wagram. Il signe ensuite un nouvel armistice avec l'Autriche. C'est à se demander si ces armistices ont réellement un intérêt. Pour mieux comprendre cette rivalité, je vous propose mardi un épisode hors série basé sur l'histoire des conflits entre ces deux nations, du XIVe siècle à aujourd'hui. Abonne-toi pour ne pas manquer ça. L'empire de Napoléon est alors à son apogée. Malgré ses défaites notamment en Espagne, il reste au plus haut. Il s'étend sur plus de 750 000 km² sur le plan personnel. L'empereur Napoléon Ier décide alors de divorcer de son épouse Joséphine, à qui il s'est marié 13 ans plus tôt, pour raison d'État. Le 2 avril 1810, il épouse Marie-Louise, 18 ans, fille de l'empereur d'Autriche, François Ier, et petite nièce de la reine Marie-Antoinette. Napoléon Ier voit dans ce mariage plusieurs opportunités. La première, c'est d'obtenir un héritier, sachant qu'il n'a pas pu en avoir avec sa première femme. Et la deuxième chose importante de cette union serait de permettre une vraie fusion et une paix durable avec l'Autriche. En août 1811, le tsar Alexandre Ier, violant le traité de Tilsit signé quelques années plus tôt, laisse les navires anglais entrer dans ses ports. Face à cette attitude, Napoléon considère la guerre inévitable. Encore une fois, on est sur un processus de vouloir la guerre pour avoir la paix.
Il décide alors de marcher sur la Russie en 1812. Ses troupes composées de Français, d'Italiens, d'Autrichiens et d'Allemands, important on note les Autrichiens. Cette armée compte près de 700 000 hommes, elle gagne de nombreuses victoires et pénètre dans Moscou le 14 septembre. Les Russes incendient la ville pour déloger leurs occupants. Ainsi, le rude hiver russe met à mal les soldats et empêche de poursuivre les armées du tsar. La grande armée battant en retraite par des régions isolées et victimes du froid. Cela sera un facteur important dans ce conflit. L'habitude du terrain et de la météo a été la clé de la victoire russe. 5 semaines après avoir quitté Moscou, les troupes napoléoniennes, harcelées par les Cosaques du maréchal Koutouzov, se retrouvent face à un obstacle de taille, la rivière Bérésina. Le seul pont permettant de la traverser a été détruit par les Russes, et la grande armée décide alors de construire des ouvrages de fortune, et 500 000 hommes réussissent à échapper à l'ennemi. Mais sur les 700 000 de départ, 300 000 soldats rentreront en France. La retraite se transforme en déroute, la grande armée presque totalement anéantie. Les ennemis de Napoléon savent que l'aigle, qui était le symbole de l'Empire napoléonien, est en position de faiblesse. Il se forme alors une 6e coalition. Après plusieurs batailles contre les armées russo-prussiennes, tantôt favorables, tantôt défavorables à l'empereur, Napoléon Ier est vaincu à Leipzig le 19 octobre 1813, lors de la bataille des Nations. Il se replie en France, la Grande-Bretagne, la Russie, la Prusse et l'Autriche s'allient en 1814. On retrouve ici encore une fois l'Autriche, où les armistices en série et le mariage n'auront pas suffi. Leurs armées coalisées envahissent alors la France. Napoléon, à la tête d'une jeune armée inexpérimentée, due aux lourdes pertes de ses dernières campagnes, remporte quelques victoires mais ne peut empêcher les coalisés d'entrer dans Paris le 31 mars. Il est contraint d'abdiquer le 6 avril à Fontainebleau. Il tentera alors de se suicider avec du poison, mais il survivra. Et il est envoyé en exil sur l'île d'Elbé, avec quelques-uns de ses fidèles. Le roi Louis XVII est installé par les Alliés sur le trône de France, et le retour de la monarchie n'est plus masqué par un empire. L'île d'Elbé se situe au large de l'Italie, donc proche de la France et de la Corse. Inquiet du sort de sa femme et surtout de son fils laissé aux mains des Autrichiens, et devant le refus du roi de lui payer sa rente, Napoléon s'échappe de l'île d'Elbé pour rejoindre la France en 1815. L'armée censée l'arrêter se range sous le commandement de son ancien souverain, pas de bol. Napoléon monte alors à Paris, Louis XVII ayant déjà fui la capitale, il s'empare du pouvoir sans aucune violence. C'est alors le début de la période des 100 jours, du 20 mars au 22 juin 1815. Les puissances européennes se constituent à nouveau en coalition, leurs troupes, 2 fois supérieure à l'armée napoléonienne, écrase alors l'empereur à Waterloo le 18 juin 1815. Il doit à nouveau abdiquer et il est alors exilé sur l'île de Sainte-Hélène, cette fois-ci beaucoup plus loin de l'Europe. En effet, elle se situe au milieu de l'Atlantique entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Autant vous dire qu'il n'a pas eu beaucoup de choses à faire. Il y vivra 6 années avant de mourir le 5 mai 1821. On émet l'hypothèse d'un empoisonnement. Dans son testament rédigé en 1821, Napoléon déclarait « Je désire que mes cendres restent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. » Dernière volonté qui ne sera pas appliquée puisqu'à sa mort en 1821, Napoléon est enterré à Sainte-Hélène. C'est en 1840, sur la demande du roi Louis-Philippe, que le corps de l'ex-empereur est rapatrié triomphalement et est placé dans un tombeau aux Invalides à Paris. En 1800, Napoléon Ier avait décidé d'attribuer au dôme des Invalides la fonction de panthéon des gloires militaires. Ce sera ce même dôme qui accueillera le tombeau impérial 40 ans plus tard. Le corps de Napoléon Ier y est alors déposé le 2 avril 61. Maintenant, je vais revenir sur le complexe de Napoléon. Selon l'Obs, il mesurait 1,68 m. Alors, 1,68 m était la moyenne, et sa taille fait surtout l'objet de clichés. Et notamment sur les peintures ou sur des œuvres qui le représentent, il est souvent représenté plus petit, notamment sur les champs de bataille, car la garde de Napoléon était recrutée par rapport à sa taille. Il fallait qu'il soit grand. Et donc c'est de là d'où vient la légende du petit chef, pour désigner Napoléon. Donc son complexe n'était pas forcément un complexe d'infériorité, dû à sa taille en tout cas. J'aimerais aussi parler du calendrier révolutionnaire, aussi appelé calendrier républicain. C'est un calendrier mis en place à la Révolution et que le premier jour de l'an 1 correspond au 22 septembre 1792. Ce désir de faire un nouveau calendrier vient pour rompre encore plus le avant la Révolution et le après la Révolution. Et le fait de mettre l'an 1 pendant la période de la Révolution, et notamment en 1792, est fait pour marquer encore plus l'importance pour le peuple, pour la France, de cette révolution. Alors, comme le calendrier qu'on utilise aujourd'hui, il y a 12 mois, répartis cette fois-ci en 4 saisons. Le premier mois de l'année, on commence en automne, et c'est le Vendémiaire. Et après, nous avons donc le Brumaire, le Frimaire, puis on passe en hiver, le Nivose, Pluviose, Ventose, puis au printemps, Germinal, Floréal, Plérial, et en été, Messidor, Thermidor, Fructidor. Alors les noms ne sont pas anodins, ça correspond à des périodes de la vie des Français. Par exemple, pour le Vendémiaire, le premier, on a les vendanges, Brumaire, c'est pour le brouillard, Frimaire, c'est la période du froid. Quand on passe en hiver,
on a la période de la neige, nivose, pluviose, pluie, ventose, vent. Quand on arrive au printemps avec germinal, c'est la période de la germination. Floréal, c'est la période de l'épanouissement des fleurs. Plérial, la période des récoltes des prairies. Pareil pour l'été, Messidor pour les moissons, Thermidor pour les chaleurs, Fructidor pour les fruits. C'est un calendrier finalement assez simple qui collait aux Français et c'est pour ça qu'il a été adopté. Et il a été aboli finalement très rapidement en 1806. Ce sera tout donc pour le calendrier, ce sera tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je t'invite à t'abonner, liker et partager.